Alors, au nom du groupe Espace Santé, en collaboration avec l'Association des jeunes médecins du Québec ainsi que de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui sont partenaires de cet événement, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre intitulée Le rayonnement. Oh, le rayonnement, c'est à cause de rayonnement. Le rayonnement du soutien à domicile à l'ère de l'hospitalo-centrisme. Quand même, le titre. Hein? Je suis Ariane Aymon, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce soir. C'est un sujet chaud qui fait parler de virages à prendre ou à accélérer par nos gouvernements sans trop de vision, ça c'est mon éditorial, clair depuis des décennies au Québec, mais qui devient encore plus d'actualité, notre sujet de ce soir, avec bien sûr le vieillissement accéléré de la population, et je dirais aussi avec cette chaleur accablante d'aujourd'hui. Ce matin, on apprenait que les chercheurs de l'INSPQ ont mesuré le fardeau sanitaire des jours de canicule. Et savez-vous, vous l'avez peut-être vu vous aussi, mais moi, ça va quand même un peu. Alors, le fardeau sanitaire est concentré des 5% des journées les plus chaudes de l'été, 5%, avec près de 170 hospitalisations, 6200 visites à l'urgence, 1500 transports en ambulance, 3300 appels à InfoSanté et quand même près de 200 décès. Je vous dis ça parce que ces déplacements vers l'hôpital des gens âgés, notamment, est au cœur des propos de ce soir. Depuis quelques mois, vous le savez, il y a eu la sortie du rapport assez accablant de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, sur la situation des soins et du soutien à domicile. Elle a fait plusieurs recommandations et elle n'a pas été elle a l'air, cela dit, assez encouragée par ce qui se passe avec le gouvernement actuel. Je vous raconterai pas ma vie, mais je l'ai animée avec la ministre il y a 10 jours et elle avait l'air pacifiée et encouragée de ce qu'elle entendait. Ce micro me rend folle. Je vais en voir un autre. Non, il n'y en a pas d'autres. Ça va être celui-là. Mais celui-là, elle a mieux fonctionné, non? Non, je crois que... On vous entend. Ça me rend... On vous entend. Vous m'entendez, mais parce que je parle fort. Et vous? OK. Alors, oui, donc, le 31 mai dernier, il y a eu la sortie du 3e plan d'action sur le vieillissement actif au Québec, la fierté de vieillir, qui met quand même pas mal d'enfants sur les soins à domicile et le soutien à domicile, qui doivent être mieux organisés pour qu'ils deviennent plus accessibles et complets, idéalement universels, ce qui est bien loin de la réalité actuelle. Alors, on a vu aussi une volonté gouvernementale de redonner une place centrale au CLSC comme plaque tournante des infos et des services à mettre en place pour aider les plus âgés et leurs proches à rester à domicile parce que ça coûte moins cher et que c'est leur souhait le plus cher et éventuellement terminer leur vie à domicile. Alors, pendant les prochaines minutes, on va entendre 2 conférencières, je vous le disais, top niveau. La docteure Geneviève Dechaine et l'infirmière clinicienne Caroline Coren. Elles vont nous parler véritablement de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'elles voient dans leur milieu et ailleurs, pour qu'on comprenne comment rayonne et pourrait rayonner encore mieux le soutien et les soins à domicile dans les collectivités du Québec. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il se fait déjà des choses merveilleuses. Vous le savez peut-être plus que moi. Moi, en préparant cette soirée, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de belles nouvelles. Il y a des projets formidables.
Mais les implanter plus largement, ça a l'air très difficile. Alors, quels sont les défis? Quelle vision il faut déployer? Sur quel piton il faut peser pour faire avancer ces dossiers? Il semble y avoir une volonté de la ministre responsable aux aînés, Sonia Bélanger, mais j'ai hâte d'entendre nos conférencières là-dessus. Elles vont nous parler de ce qui entrave aussi actuellement, de leur point de vue d'experts, le déploiement de ce soutien et des soins à domicile. La ministre dit que c'est son cheval de bataille. Bon, disons que ça fait longtemps que plein de gens demandent ça. Donc, les vieux engorgent les urgences, ça devient dramatique. Et pourtant, souvent, l'urgence, il n'y a que là où on peut aller, tout dépendant où vous vivez. Et vous savez, si vous n'êtes pas entouré, nous vivons dans un système désinvesti par les médecins des premières lignes qui sont à l'hôpital et qui vont très peu chez les gens malades. Donc, pour avoir moi-même accompagné beaucoup des plus âgés que moi dans les urgences depuis 7-8 ans, je peux vous dire que vous le savez, vous travaillez dans ces milieux-là, c'est infernal et dramatique. Mais quand on les prend en charge, c'est formidable. Donc, ce long préambule pour vous dire, j'ai mis la table. Nous voulons une conversation franche. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. OK, on veut une conversation franche avec vous, entre vous et nos deux invités. Je vais vous les présenter mieux dès maintenant. Elles vont parler 15 minutes. Il va y avoir un échange. Je veux entendre vos interrogations, vos observations. Je vais vous demander d'être concis, respectueux évidemment, imagé si vous le voulez. Donc, on devrait vers, je dirais, 7h moins 20, commencer à pouvoir engager la conversation. Donc, je vous présente mes deux invités. Dans quelques minutes, nous allons entendre Madame Caroline Curène, qui est infirmière clinicienne, levez-vous qu'on vous voit, qui est chef d'administration de programme SAD aigu, soins palliatifs, continuum de soins, équipe SWAT. J'ai dit tantôt, je pensais que c'était un affaire de police, moi, l'équipe SWAT. Elle dit, ils vont vite, eux autres aussi. Et intervenant réseau, soutien domicile de la personne âgée pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, qui est le CIUS qu'on aime, franchement. Mais, comme par hasard, non, disons que ce soir, on va bien entendre parler aussi de ce CIUS-là. Mais c'est par la conférence de la docteure Geneviève Dechaine que nous allons débuter. Caractéristique rarissime, elle est médecin de famille en première ligne depuis 42 ans à Verdun, donc dans le même CIUS que notre invitée. Fondatrice et membre de l'équipe intensive médicale SIAD du CLSC de Verdun, en place depuis 15 ans. Elle va nous démêler le SAD et le SIAD et pour elle, elle dit ce sont les deux doigts de la même main. C'est ça. Elle va surtout nous faire le portrait de ce qui se fait actuellement. Et je crois avoir compris qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement la docteure Geneviève Dechaine. Quand le micro fait beau, c'est juste qu'on l'a remonté et qu'il repart. Les appareils électroniques. Je vais essayer d'avoir ma grosse voix d'homme. Je chante dans une chorale ténor. Donc, je suis capable quand même d'avoir du bon anti-microphone. Alors, merci pour cette belle présentation. Je vais parler au niveau québécois. Et je vais laisser Caroline parler au niveau du Sud-Centre-Sud. C'est comme ça qu'on a décidé de se diviser la tâche. Depuis 30 ans, il y a plusieurs politiques provinciales détaillées, magnifiques, des très beaux documents, vieillir à domicile, bien chez soi, la loi sur les soins de fin de vie, qui nous dit tous que c'est très bien de faire ce que Mme Raymond décrivait. Garder les gens à domicile, les soigner à domicile et les garder jusqu'à la fin de leur vie.
Tiens, on vient de retrouver le micro. J'ai eu la chance, il y a 15 ans, au Centre-Sud, de pouvoir mettre en place une équipe médicale calquée, rien d'original, sur ce qui se fait ailleurs au Canada et en Europe. Donc, déjà, je vous place en disant que j'ai juste fait ce qui se fait ailleurs et qu'on n'arrive pas à faire ici comme il se fait ailleurs. Donc, le SIAD, c'est le mot intensif que le ministère a choisi pour décrire des médecins de garde 24 heures et qui font des visites en personne. Des humains, là, OK, qui prennent leur char et qui font des visites en personne, pas sur une visioconférence, pour voir des malades à domicile. Cette équipe de Verdun, en 2018, a acquis donc le titre de SIAD, soins intensifs à domicile, et elle est dirigée par un médecin extraordinaire, Dr. Évelyne Gaillardès, qui dirige en fait toute la section soins à domicile pour le Centre-Sud au niveau médical et qui est une bombe de dynamisme. Et je pense qu'on avance beaucoup grâce à elle. On prend en charge 1500 patients. Ce n'est pas tous les patients du soin à domicile, c'est à peu près 1 sur 4 à 1 sur 3. Ils n'ont pas tous besoin de médecins intensifs de garde 24 heures. Les autres ont soit leur médecin de famille ou carrément ils ne sont pas malades, ils sont handicapés et c'est tout. Donc on sélectionne les patients pour leurs besoins médicaux. Et on a aussi une garde SADU. Alors c'est des infirmières. Donc, Caroline va nous parler plus en détail, qui sont extraordinaires, qui, elles, n'ont pas de questions, n'ont pas de patients. Elles sont là le matin et on leur donne les cas urgents et elles vont prendre le temps pour les garder à domicile. Parce que l'infirmière qui a 40-50 patients à domicile dans son vaisseau ne pourra jamais le faire. Et on fait en plus maintenant, cette année, la garde gériatrique. Les ambulanciers nous appellent du domicile en disant « Je pense que cette dame âgée de 98 ans pourrait rester à la maison. Est-ce que vous pourriez venir l'évaluer? » Et ça fait bien, c'est extraordinaire de garder les gens à la maison. Et les résultats sont probants. 65% de nos patients dans leur dernière année de vie meurent à la maison. 11% au Québec, qui est le taux de décès à domicile le plus faible au monde. On a 68% moins d'hospitalisation et les démonstrations financières sont très claires. La trajectoire fin de vie des 12 derniers mois coûte 50% moins cher quand on prend tout en compte. On a mis en place donc, le service infirmier SADU, ce qui libère une portion importante et significative des lits des urgences majeures et des lits d'hospitalisation active, qui sont, en passant, débordés. Donc, ça vaut la peine. Hein? Ça coûte 50% moins cher. On libère des lits dans les civières majeures. On libère des lits à l'hôpital, au bon pas cher. Pourquoi ça ne marche pas, cette affaire-là? C'est un succès financier. Et c'est un succès humain. Humain, pourquoi? Parce qu'on respecte les désirs des gens. La plupart des gens âgés qui ont fait plusieurs séjours à l'hôpital d'une maladie non guérissable sont allés et ils veulent rester à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a cassé en 2018. On était sur notre aire d'aller. La médicale a signé avec la FMOQ, mon syndicat, un document qui disait que les médecins SIAD n'ont pas le droit de suivre les patients plus que 16 jours. Après, ils sont illégaux. Ça demeure encore actif en ce moment. Et ça, c'était une façon de dire on n'en veut pas des SIAD. Il y avait plus de 50 équipes qui s'implantaient en 2018. On était d'une tristesse. Pourquoi c'est arrivé? Êtes-vous intéressé à savoir pourquoi c'est arrivé? Moi, ça fait 15 ans que je rencontre tous les ministres de la Santé, sous-ministres de la Santé, les directions du ministère, avec mon énorme naïveté, qui fait des soins palliatifs, et j'ai perdu toute ma naïveté. Je vais partager ça, ma non-naïveté avec vous. 3 raisons. La première, que les désirs et les volontés des boomers, c'est moi ça, c'est ma génération, le groupe politique le plus important au Québec depuis 30 ans, c'est ça qui guide les décisions politiques. Les politiciens sont là pour être élus et faire plaisir à leurs électeurs. Et qui élit encore, parce qu'ils ne sont pas encore dans leur tombe, c'est les boomers. Ils n'en veulent pas de ça. Ce qu'ils veulent, c'est guérir, être jeune, en santé, être hospitalisé, avoir des beaux soins intensifs hospitaliers. Pourquoi se casser la noix pour investir à domicile quand vos électeurs n'en veulent pas? Première. Deuxième, le ministère, et je ne le blâme pas, n'a pas eu le pouvoir de planifier et d'implanter depuis 15 ans les services à domicile. Hey, moi, là, ça fait 42 ans que je pratique. Dans mon cours de médecine, on m'a dit que dans les années 2020, on allait être la 6e population qui vieillit le plus vite au monde. On le sait-tu depuis longtemps. Le ministère le sait-tu. Si je gérais les finances et mon budget de maison comme on a géré le réseau de la santé, je serais en faillite, je ne suis pas en faillite. Bien, le réseau de la santé, il est en faillite. Parce qu'on sait ça. On sait depuis 40 ans qu'on est la 6e population qui vieillit plus vite au monde et on n'a absolument rien fait pour le planifier. Pour des raisons politiques, c'est pas parce que le ministère ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Nos politiciens ont fait le choix de ne pas investir les sommes qu'il fallait. Donc, nous, ce qu'on a, c'est l'inversion du budget habituel dans le réseau de la santé, où est-ce qu'on a 40-50%
des coûts, des dépenses en santé qui sont en première ligne, en soins de proximité, pour à peu près 50% à l'hôpital. Ben non, nous, c'est pas ça du tout. C'est 2 tiers, 1 tiers. Et devinez où est le 2 tiers? Il est à l'hôpital. Donc, vous vous doutez que je vais vous parler de groupes très puissants, qui font que ça ne marche toujours pas. Je ne parle pas du Sud-Centre-Sud qui est extraordinaire, qui lui, il roule tout seul. Moi, je pense que quand on donne le pouvoir vraiment sur le terrain avance bien. Je parle de la province. Donc, on ne finance pas les soins de longue durée à domicile et les soins palliatifs, c'est une misère totale. Je ne peux pas vous dire les difficultés qu'on a, nous, à l'Association québécoise des soins palliatifs depuis 6 ans. C'est horrible. Il n'y a pas de programme de soins palliatifs à domicile. À rien du tout. Et pour ce qui est des postes de soins palliatifs pour les infirmières et les médecins dans les établissements, c'est croix et bannières pour essayer de renouveler quand les gens prennent leur retraite. Qu'est-ce qui se passe? Pas de soins palliatifs, pas de soins de longue durée. C'est le pouvoir politique des médecins. Le Collège des médecins et surtout la FMOQ. Monsieur Amiot n'aime pas du tout quand on dit que la FMOQ, c'est un syndicat. Mais je m'excuse, c'est un syndicat. Un syndicat, la FMOQ. C'est pas un groupe de bénévoles, là. C'est un syndicat qui est là pour défendre certains de ses membres. Et qui défend? Il défend 2 groupes. Le premier groupe, les médecins de famille hospitalisés. Ça, c'est ça qui élit les gens comme Dr. Amiot et Godin qui l'ont précédé. Et le deuxième groupe, c'est les médecins en cabinet, pas les médecins en CLSC. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui est passé sous le radar en 2008, re-signé en 2011, re-signé en 2018, et bien ça, l'enveloppe qu'on donne aux médecins, à la FMOQ, mon syndicat, le gouvernement n'a aucun pouvoir sur ça. Vos médecins, payés par vos sous, vos taxes et vos impôts, où ils vont travailler à domicile versus hôpital, le gouvernement n'a pas de pouvoir. J'en parlais avec M. Dubé une fois, j'ai dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Il dit, on ne peut pas. J'ai pas le pouvoir. C'est M. Couillard, on va le remercier, qui a signé ça. Ces 3 ententes-là, qui déterminent que seul le syndicat décide où vont travailler les médecins de famille. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de médecins à domicile. Et ça donne quelque chose au niveau statistique d'extraordinaire. 15-18% des heures travaillées par les médecins de famille, normalement, c'est en hôpital. Urgence, soins palliatifs, soins gériatriques. Au Québec, c'est bien assis, 40%. Presque la moitié des heures travaillées, les médecins de famille sont à l'hôpital pour remplacer qui? Les médecins spécialistes en milieu urbain, qui n'a pas de pénurie pantoute. Okay? Je ne parle pas des régions éloignées, je parle des milieux urbains. Tout le monde est content au niveau doctoral. Okay? Les médecins spécialistes, c'est des tâches lourdes qui ne font pas de l'hospitalisation. Les médecins de famille, c'est des tâches très glamour, très bien rémunérées. C'est ça qu'ils veulent faire, c'est leur choix. Vous n'allez quand même pas empêcher les médecins de famille de faire ce qu'ils veulent faire, même s'ils sont payés par vos impôts, n'est-ce pas? Donc, les médecins de famille adorent faire de l'hospitalisation, ils se battent pour garder ces postes-là, et ils ont réussi. 40% des heures travaillées sont à l'hôpital. Ça donne 1800 médecins de famille de moins pour faire du bureau. Alors, arrêtez de zigonner sur on va-tu en voir un petit peu plus dans les facultés de médecine. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe au niveau des médecins de famille à l'hôpital, et ça donne, par le choix de mon gouvernement et par le choix de mon syndicat, plus de médecins à domicile. Un mot sur la délégation extraordinaire des actes aux autres professionnels, pharmaciens, infirmières, IPS. Enfin, on y arrive. Mais je mets un bémol. Moi, j'ai fait du bureau pendant 42 ans. C'est là que c'est utile. Pas à domicile, je m'excuse. Les cas complexes qu'on suit à domicile, nous les médecins, c'est des cas d'hôpital. Et je pense pas que les infirmières IPS aimeraient prendre en charge l'hôpital de Verdun. Mais non. Ils n'aimeraient pas faire de l'urgence à l'hôpital de Verdun et dire aux médecins, rentre chez vous, je t'appellerai s'il y a un problème. Il y a des cas complexes où là, on a vraiment besoin des médecins. Mais ça, mon syndicat ne vous le dira pas. Il fait une espèce de soupe, un mélange entre les cas simples et les cas complexes. Les cas à domicile, le soin médico-intensif, ça prend des docteurs. C'est pas eux le centre. Caroline va en parler. Le centre, c'est l'infirmière. C'est toute l'équipe interne du CLSC. Et s'il n'y a pas de médecin quand le patient étouffe, ou que le patient a mal, qui fait une embolie pulmonaire, je m'excuse, l'infirmière est obligée de faire 9 en 1. Ça, c'est désolant. Alors voilà, on en est là actuellement, avec un blocage politique médical. Et je me dis, mais quelle province on est, où est-ce qu'on laisse des syndicats renier la patente? Quelle province on est, où est-ce que les ministres, soit qui étaient docteurs, puis, ils ont laissé passer ça avec grand bonheur, Couillard, Bolduc, Barrette était de notre bord. Barrette, il voulait vraiment des sièges. Et ça a tout été défait en arrivant par Daniel McCann. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne bouge pas? Mais c'est parce que les baby boomers,
Ils disent rien du tout. Et les jeunes qui sont ici, là, vous êtes encore minoritaires pour le moment. Et vous n'avez pas de pouvoir électoral. Les boomers, ils veulent guérir. Ils veulent vivre éternellement. Le CLSC de Verdun a publié en 2015 des données québécoises robustes. On a démontré au ministère que quand il y avait dans un CLSC, un SIAD, des médecins, on passe de 11% de décès à domicile à 65%. Extraordinaire, là. Ça marche. C'est efficace. On a publié ça dans le médecin de famille canadien. Et là, vous allez hurler de déception quand je vais vous dire que ça ne prendrait que 200 à 300 médecins de famille équivalents temps plein pour les SIAD. Et on est 10 000 médecins de famille. Mais vous allez entendre régulièrement M. Abbott qui va dire en nombre, on ne peut pas avoir de médecins à domicile parce qu'on manque de médecins. C'est parce que tu en as 1800 de trop dans les hôpitaux en ville, puis que là, je te parle juste de 300 équivalents temps plein pour faire tous les SIAD de la province. C'est pas beaucoup, cela. Et que les jeunes médecins, moi je déteste quand mon syndicat dit « Ah, vous savez, les jeunes, ils veulent pas faire ça. » C'est faux. Les jeunes médecins adorent cette pratique, ils en mangent, ils veulent le faire, mais pas de façon illégale, puis pas de se battre contre leur syndicat. C'est 2 ans, souvent, d'attente quand ils veulent faire un SIAD. On la lèche, on envoie la liste, là, ils attendent. Parce que qui décide et met son droit de stade? Le syndicat. Ah, monsieur Lappé. Alors, fait que ça bloque. Mais, bon, voilà. Alors, sous la pression de ces groupes d'influence, 3 minutes, c'est parfait, Madame Bélanger, qui est mon ancienne directrice, au lieu d'implanter les SIAD, elle ne peut pas le faire. Vous comprenez qu'elle ne peut pas le faire? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire, elle a décidé d'implanter les hôpitaux à domicile. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est juste que nous, SIAD de Verdun, on fait déjà la job. Alors, je vous explique. Les hôpitaux à domicile, il y en aura 12 implantés là, cette année, l'année prochaine, très cher, très coûteux. Des médecins qui ne vont pas à la maison. Des patients qui doivent résider proche de l'hôpital. Parce que c'est des infirmières de l'hôpital, pas des infirmières du CLSC. Saviez-vous que la FMOQ est anti-CLSC? Il a vraiment gagné la bataille depuis 30 ans pour discréditer ces magnifiques établissements que sont les CLSC, ces magnifiques infirmières des CLSC. Donc, au lieu de mettre les sous, ça coûterait beaucoup moins cher, en CLSC pour faire l'hôpital à domicile, on donne ça à des docteurs et des infirmières d'hôpital, et 7 jours maximum, et après ça, on donne congé. Mais non, les patients, ça leur prend 8 mois pour mourir dans 7 jours. Donc, on exclut exactement tous les patients qui retournent toujours constamment aux urgences. Je trouve ça désolant. Beaucoup d'argent qui fait plaisir à mon syndicat. Alors, en conclusion, on n'a pas assez de services à domicile et on n'en aura pas assez dans les 10 prochaines années parce que le budget est majoritairement hospitalier, sous la pression de vos médecins. Je pense que c'est le temps que les gens dans le réseau de la santé fassent de la pression pour outiller plus nos décideurs et nos politiciens pour se mettre debout face à un syndicat qui en a trop décidé, selon moi. Quand on voit qu'on est la 6e population qui vieillit le plus vite, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'aide à domicile, de soins à domicile, et on n'en donne pas. Comparé aux autres provinces, nous sommes dans un désert médical à domicile. Alors ce désert-là, je pense que c'est le temps que ça cesse. Je pense que ça va cesser parce qu'on a frappé le mur. Pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux ici, on a frappé le mur. Ce qui se passe est épouvantable. Donc il faut vraiment imiter les Canadiens, imiter les Européens et inverser le budget de la santé pour plus d'argent en soins de proximité et moins d'argent en milieu hospitalier. Et là, je laisse la parole à Caroline. Merci. C'est pas une verve incroyable, my God. Si vous vous présentez, moi je vote pour vous. Et j'ai entendu, moi, le 31 mai, le ministre Dubé dire, Madame Dechaine, j'ai entendu le ministre dire devant 375 personnes, ouais, on est en négociation, mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment dire que les médecins fassent plus de services à domicile. Oui, on s'est parlé, lui et moi. Ça paraît. Mais ça prend une loi spéciale pour briser ce qui a été signé. Imagine. Donc, Caroline Querelle, donc infirmière clinicienne, je l'ai présentée convenablement tout à l'heure, elle va nous parler de ses équipes de SADQ, elle va nous expliquer comment ça fonctionne, le SADQ, et elle va nous dire comment, surtout, on peut faire évoluer ça avec nos nouveaux enjeux et défis populationnels. Ça, c'est-à-dire les vieux comme moi, mais moi, je veux tout à la maison. Je veux pas parce que moi et ma gang,
On ne veut pas aller à l'hôpital. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, voilà. Moi, je viens pour vous présenter les équipes un peu plus terrain, un peu plus cliniques. Les équipes de SADEGU. Donc, ça, c'est le soutien à domicile, c'est un milieu qui me passionne depuis longtemps. Et justement, avec nos équipes, je suis intimement convaincue qu'on est capable de faire la différence pour nos usagers, pour les garder à domicile. Avant de commencer, déjà, je voulais remercier le docteur Dechaine qui nous a bien fait le portrait de la situation. Moi, je vais ramener ça un petit peu plus terrain, au CIUS du Centre-Sud, donc le CIUS du Centre-Sud qui est apparemment vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier mes collègues et mes équipes, donc mes équipes, parce que merci d'être venus aujourd'hui, puis merci d'être là pour tous nos usagers, parce que je crois vraiment en vous, je sais que vous faites la différence, et puis on a des SADEGU qui se développent partout. Bravo, c'est vraiment très inspirant. Puis j'aimerais aussi remercier mes collègues. Donc, Julie Larocque, c'est ma coordinatrice et c'est elle qui m'a inspirée pour développer le SADEGU à Jeanne-Mance, parce que c'est elle qui a développé le SADEGU dans le réseau local de Verdun en 2016-2017. Et puis je voulais aussi remercier, avant de commencer, Nicolas Riou, qui est notre directeur adjoint, qui m'a fait confiance et qui, c'est grâce à lui aujourd'hui aussi que je suis chef de programme en soutien de domicile en soins aigus. C'est vrai que j'ai commencé comme infirmière clinicienne et puis aujourd'hui, je connais la réalité terrain, puis aujourd'hui je suis là et puis j'espère pouvoir faire partie avec vous tous de la solution. Donc voilà, on va partir de la genèse, donc le développement du SADEGU à Sud-Ouest Verdun en 2016-2017 avec Victor Dechaine, Julie Larocque, Emilia Herdez. Et puis on sait que c'est un modèle qui est connu et reconnu et qui a fait ses preuves. D'ailleurs, suite à un sondage de satisfaction, on a plus de 70% de nos usagers à Verdun qui sont satisfaits des services du SADEGU et qui nomment qu'ils auraient eu recours à l'urgence sans ce service. Donc, qu'est-ce que le SADEGU? Le SADEGU, c'est un service de soutien à domicile pour des usagers qui ont une condition de santé aiguë à domicile et, en règle générale, dont le premier réflexe est soit de se présenter à l'urgence, soit d'appeler le 911. Alors, il nous paraissait tout à fait logique de déployer ce projet en 2021-2022 à Jeanne-Mance et de s'inspirer de ce qui a été fait à Verdun et de le faire évoluer. Donc, nos objectifs au SADEGU, c'est, comme Geneviève l'a nommé déjà, offrir des soins à domicile pour nos usagers qui ne veulent pas aller à l'urgence, pour les garder, les maintenir à domicile, éviter le recours à l'urgence et aussi éviter les hospitalisations qui seraient non pertinentes, voire même inutiles. Ce qu'on veut faire, c'est placer le bon patient au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intervention, le bon intervenant. Pour quelles raisons? Parce que notre population est vieillissante, qu'elle augmente, et que le ratio entre nos soignants et nos aînés diminue. Donc, éviter les risques liés à un recours prolongé à l'urgence, les déconditionnements, les maladies nosocomiales, le délirium, puis éviter de saturer nos hôpitaux, et puis éviter qu'un usager qui aurait vraiment besoin d'une hospitalisation prenne la place, l'inverse, qu'un usager qui ne nécessite pas d'hospitalisation prenne la place d'un usager qui en aurait vraiment besoin. Éviter l'épuisement de nos professionnels, on sait que nos ressources diminuent, et diminuer les coûts que cela engendre. Donc voilà, nous voulons faire autrement, nous voulons changer les mentalités, changer la culture, changer les paradigmes, et ça tout en étant innovant, créatif. Donc on va faire face, autrement dit, effectuer un changement, donc faire face à la gestion du changement.
Le défi est grand. Alors, comment peut-on faire pour améliorer notre système de santé avec tous ces enjeux, tous ces défis? Comment peut-on faire pour favoriser le maintien à domicile, éviter le recours à l'urgence, éviter les hospitalisations inutiles, j'irai même plus loin, favoriser et planifier des retours précoces. Alors, créer une équipe SADEGU 3.0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire évoluer le modèle existant en intervenant à tous les niveaux de la trajectoire de notre usager. Donc, autant en amont d'une potentielle hospitalisation, mais également en aval, avec une équipe qui est autonome, qui est interconnectée, qui est agile et qui est capable d'intervenir dans une fenêtre de 12 à 24 heures. On se rappelle le bon patient au bon endroit, au bon moment. Ce sont les équipes de SADEGU jour-soir et soins palliatifs, les équipes SWAT et les équipes avec notre intervenant réseau, notre intervenant intra-hospitalier. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez. Alors, par exemple, Monsieur Rioux, 86 ans, en général, autonome, il vit seul chez lui et il souffre d'une maladie chronique, un MPOC ou un diabète. Ou même il a fait une chute. Il est suivi par une infirmière ou un travailleur social au soutien de domicile. Ou pas, il est simplement sur notre territoire et il nous a été référé par Urgence Santé. Eh bien, le SADEGU va pouvoir intervenir auprès de Monsieur Rioux pour aller le rencontrer. On est vendredi soir, il a son anxiété qui monte. Il n'a pas d'infirmière s'il n'est pas connu et qu'il a été référé par Urgence Santé. Quel va être son premier réflexe? Ses enfants sont partis au chalet ce soir, il se retrouve tout seul, c'est la fin de semaine, il va appeler le 911. Exactement. Mais avec nos équipes de SADEGU qui vont venir le voir, non seulement on va le rassurer parce qu'il y a beaucoup d'hospitalisations, on le sait, ou en tout cas de recours à l'urgence, les usagers sont anxieux. On va le rassurer, on va être là, on va le prendre en charge, on va faire un suivi, on va éventuellement contacter notre garde SIAD, nos médecins qui sont là 24/7 et qui vont pouvoir venir en soutien aux équipes infirmières qui sont sur le terrain, par téléphone ou en se déplaçant. Donc voilà, Monsieur Rioux a été pris en charge par le soutien à domicile en soins aigus et a évité son recours à l'urgence. Imaginez encore, Monsieur Rioux, sa situation nécessite une hospitalisation. Il va se rendre à l'hôpital et là, il n'est pas connu de notre territoire. Il va être repéré par notre intervenant réseau, notre intervenant intra-hospitalier du soutien à domicile. Et vous n'êtes pas sans savoir que on a un projet ministériel qui est en cours, qui est la planification précoce et conjointe des congés. Donc on veut pouvoir planifier des congés précocement, s'y prendre à l'avance, conjointement, donc ce qui veut dire dans notre monde hospitalo-centré d'aujourd'hui, on regarde à demain, puis on veut créer un mariage entre l'hôpital et le soutien à domicile. Et donc notre intervenant réseau qui est là, qui connaît les services du soutien à domicile, va pouvoir faire le pont, va pouvoir faire le lien et va pouvoir référer notre usager au soutien à domicile. Au soutien à domicile, comment? Au service de soutien à domicile pour des suivis, pour pouvoir lui offrir des services et éventuellement par le SADEGU pour planifier un retour précoce. C'est-à-dire que dans l'absolu, ce qu'on aimerait faire, c'est que quand notre usager se présente à l'urgence, qu'il est repéré par notre intervenant réseau intra-hospitalier, il puisse contacter nos équipes de SAD, de soutien à domicile et de SADEGU pour pouvoir détourner cet usager de l'urgence. Si l'usager, encore une fois, est hospitalisé, il va être repéré par notre intervenant réseau et c'est là où on a différents... Quand je vous dis qu'on travaille et qu'on est capable d'intervenir à tous les niveaux de la trajectoire de notre usager, on va référer à notre usager, à nos équipes. Soit ce sont des équipes de travailleurs sociaux et d'infirmiers qui vont pouvoir prendre en charge un usager qui n'est pas connu, à J1 de l'hospitalisation, pour qu'il soit repéré, pour éviter
qu'on se retrouve dans 7 ou 10 jours à recevoir une demande de l'hôpital. Là, il faut sortir notre usager parce qu'il est en fin de soins actifs et puis peut-être qu'il prend la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on veut travailler en amont, on peut mettre tous ces services en place. Une fois que l'équipe SWAT intervient, on peut référer au soutien à domicile, offrir des services, ouvrir des services à l'avance pour que quand le patient est prêt à sortir, puisse arriver dans le confort de chez lui avec tous les services dont il a besoin. Éventuellement, le SADEGU, encore une fois, peut intervenir pour qu'on puisse, par exemple, un usager qui est en fin de soins, mais qui a encore quelques jours pour poursuivre sa médication, mais au lieu de poursuivre la médication à l'hôpital, on peut le rentrer à domicile et poursuivre des soins à la maison. Donc voilà. Je pense que la clé de la réussite, c'est la communication, c'est le transfert de l'information à tous nos points de transition. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire la différence pour nos usagers. Alors, imaginez que nous sommes tous dans un bateau, parce qu'on finalement on est tous dans le même bateau, et qu'on a un équipage avec une vigie, donc notre intervenant réseau, qu'on a des filets et des filets de sécurité, des filets de pêche. Donc, notre équipage serait de soutien à domicile, avec notre SADEGU, notre vigie serait notre intervenant réseau à l'hôpital. Puis on a aussi notre équipe SWAT qui organise des retours à domicile complexes pour des usagers qui ne sont pas connus de notre territoire. Et puis nos services de soutien à domicile qui font le suivi, qui font le relais avec ces équipes pour maintenir nos usagers chez eux. Mais on a aussi nos filets de sécurité, ce sont nos précieux partenaires. Et avant toute chose, ce sont les familles, les communautés compatissantes qui soutiennent nos usagers à domicile. Ce sont également en fait, c'est vous tous qui êtes présents ici. Le GAMF, parce qu'on peut faire des préhaussements de demandes de médecins de famille, pour par exemple des grands consommateurs. L'urgence santé, parce qu'on collabore avec eux pour éviter que nos usagers soient hospitalisés, donc on collabore avec eux pour nos usagers qui sont dans les RPA et aussi pour ceux qui sont à domicile. Notre hôpital, parce qu'on veut travailler avec eux. Nos médecins de famille, nos médecins de la communauté, nos médecins du soutien à domicile, et on est chanceux parce que celui du centre sud, on a des médecins à domicile et on a une garde SIAD. Alors là, c'est la Rolls-Royce. Et nos cliniques externes avec lesquelles on veut aussi, des cliniques avec lesquelles on veut ouvrir des corridors de services pour éviter d'utiliser le plateau technique de l'hôpital, quand tout ça est possible. Donc quelques chiffres, rapidement. En une année, au SADEGU, on a réussi, on a effectué 1000 interventions avec une infirmière, ce qui revient à dire à peu près potentiellement 1000 interventions qui ont évité un recours à l'urgence. Avec nos équipes SWAT, on a pu retourner plus de 70% de nos usagers de notre territoire qui n'étaient pas connus de nos services au soutien à domicile et leur offrir des services qui maintenant sont des personnes qui sont connues, qu'on a repérées et qu'on va pouvoir maintenir à domicile. Alors, voilà. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous parler de cette mission, celle de mes équipes, parce que c'est une mission à laquelle je crois profondément. Je suis intimement convaincue qu'on va pouvoir faire la différence pour nos usagers, pour les garder à domicile. Et je leur dis toujours à mes équipes, gardez en tête votre objectif. L'objectif, c'est la personne pour qui on est tous prêts à changer ensemble et pour qui on est tous prêts à user de créativité et de donner le meilleur de nous-mêmes, c'est notre usager. Alors, je vais finir sur une petite phrase de Gandhi qui disait « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Ce micro-là pourrait servir à nos invités pour répondre aux questions du public. On veut savoir, parce que là, on a... Normalement, alors, il me semble qu'ils ont peur de fonctionner, mais normalement, pas de problème. Mais... est-ce qu'il fonctionne? Normalement, peut-être oui. Je pense que peut-être qu'on va faire ça. OK.
OK. Allô? Oui? Allô? L'autre, ça Alors, chers amis, est-ce que ces interventions ont suscité un certain nombre de questionnements? Oui, moi j'en ai plein, mais je vais vous écouter. Est-ce que madame doit être marquée pour poser sa question? Non, on parle fort. C'est parce qu'en principe, il y a une petite captation Facebook et c'est sûr que ça ne nous aide pas. Madame, nommez-vous et dites à qui, donnez les deux invités ici, à qui vous voulez adresser votre question. En fait, Julie Nantel, d'Urgence Santé, ça s'avère être surtout un témoignage de vécu pour nos usagers qui sont communs. Là. En fait, c'est pas seulement la qualité des soins, mais c'est aussi la dignité des patients. J'ai en tête une situation qui m'a profondément marquée où une fois un patient, le fils d'un usager avait contacté le 911 parce que son proche était en fin de vie et il ne voulait plus mourir à la maison. Bref, c'était clairement un transport vers le centre hospitalier. Par contre, on avait des délais avant qu'une ressource se rende sur les lieux. Puis, il y a un merveilleux médecin de cette équipe-là qui s'est rendu sur les lieux pour soulager l'usager entre-temps. Oh. Et j'en ai des frissons encore quand je vous en parle parce que c'est ça pour moi la qualité des soins, la dignité et les changements qu'on peut faire tous ensemble. Et quand vous parlez de ce médecin-là, c'était un médecin d'une équipe SIAD, mais de la gang de Verdun ou du Sud? C'était de Verdun, il me semble. C'était du centre-sud, là. Okay. De Verdun, parce que c'était au premier balbutiement de la collaboration. Mais c'est vous, à Urgence Santé, qui avez pensé l'appeler? En fait, c'est qu'il y avait une infirmière qui venait voir le potentiel d'appel des équipes du CIUS Centre-Sud, qui a constaté qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose, même si elle n'était pas dans l'intervention proprement dite, parce que justement, elle avait le cœur à la bonne place. Puis c'est dans ce cadre-là qu'elle a eu demandé la permission à l'infirmière qui prenait l'appel. Est-ce que c'est correct si on a demandé l'autorisation du fils? Ça a changé beaucoup de choses pour la vie de ce patient-là. Puis aussi, il y a un arrimage qui a été fait avec le centre hospitalier pour pas qu'il aille à décéder dans les qui ne meurt pas sur une civière. OK. Ben, merci de ce témoignage. Une question ici qui s'adresse à qui? Et vous êtes qui? C'est je pense. Salut, moi je suis coordonnatrice des services de soutien à domicile aussi de la Montée du Québec. Je suis responsable de l'implantation des SIAD dans mes équipes. Et d'abord, je vous remercie, oui, pour la présentation, mais je pense que vous êtes vraiment des pionniers, puis vous avez vraiment le cœur sur la main à partager vos pratiques. On a eu la chance par le passé de vous rencontrer à plusieurs reprises pour nous aider dans l'implantation de nos SIAD. Vous avez été franchement inspirants. Ça nous a permis à ce jour d'implanter 2 équipes SIAD sur notre territoire. Mais c'est pas tout. On a un vaste territoire, puis il faut répondre aux besoins de cette population-là, que ce soit en région rurale ou autre. Et les équipes sont au rendez-vous. Évidemment, il faut influencer les organisations pour investir dans nos soutiens à domicile. On fait le pari que c'est un bénéfice pour la clientèle, tant pour leur bien-être, mais aussi financier, comme vous l'avez nommé. Mais, comme vous l'avez nommé, c'est très difficile d'avoir des médecins en soutien à domicile. Déjà, en SIAD, d'avoir une garde, c'est parfois un peu inquiétant, l'inconnu, tout ça. Mais on sent qu'on a besoin de valoriser le rôle, la pratique en soutien à domicile, la pratique médicale. Et ça serait quoi vos recommandations pour faire rayonner cette pratique-là et arriver à mobiliser et à rallier nos équipes médicales? Parce que je pourrais en avoir 2 autres demain, mais j'ai besoin des médecins derrière moi pour y arriver. Il y a 1800 médecins dans les hôpitaux de Trou, en milieu urbain, qui sont parfaitement habitués à avoir des cas lourds comme ça et qui ne seraient pas du tout effrayés de faire une visite à domicile de quelqu'un en surcharge ou avec un cancer. C'est juste que les médecins de famille au Québec on parle de l'hospitalo-centrisme ce soir, ils sont à l'hôpital et c'est leur choix. Mais vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une horde de jeunes médecins qui trépignent. On en a besoin de 300.
Ben, Mais ils sont bloqués parce que la personne qui décide, c'est un syndicat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a l'impression d'être en face d'un local et d'une pétarade de sons étranges. Monsieur Dubé répond à la pression de la population et la population ne demande pas ça. Vous disiez, Madame Aymon, vous le vouliez. Moi, je fais du bureau depuis 42 ans. Mes baby boomers au bureau, là, ils veulent être en santé, ils veulent faire du sport, ils veulent vieillir en forme. Et puis quand je leur parle de soins à domicile, parle-moi pas de ça. Oui, mais c'est parce que tant qu'ils sont pas là, c'est notre côté latin. Tant qu'ils sont pas là, parle-moi pas de ça. Alors que si vous allez en Ontario, c'est pas parfait, mais c'est déjà tout pensé. Alors donc, nous, notre côté latin, parle-moi pas que je vais mourir, parle-moi pas que je vais vieillir, parle-moi pas que je pourrais plus sortir de chez nous et que j'aurais besoin d'une infirmière à domicile. Je veux pas en parler. Je comprends votre message. Vous voulez que nous trouvions une façon de mobiliser les baby boomers pour qu'ils poussent dans le dos du gouvernement et dire on en veut des services de qualité. C'est ça une démocratie. Oh, d'accord. OK. On va mettre une femme là-dessus. Est-ce que vous avez autre chose à dire à madame ici par rapport à sa demande? Où est-ce que je trouve les deux médecins? Ils sont à l'hôpital. Madame. Et madame là-bas. Vraiment, j'aimerais remercier Chloé. Caroline. Déjà que j'ai tant de Caro dans mon équipe. Tu m'as beaucoup inspirée dans le projet dont je pense que vous avez entendu parler au Sud-Centre-Ouest. On a commencé avec un squat de réponse rapide pour la grippe, qu'on appelle le flu swap, mais j'aime pas le mot swap parce que le mot je ne sais pas dire ce mot, mais tout de suite j'ai contacté le CIS de Verdun parce que je voulais m'inspirer. Jeanne Mance, Verdun, je suis toujours mélangée, mais il y a le CSC Verdun et Jeanne Mance pour m'inspirer, pour imiter le modèle chez nous. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans mon CIUS, dans 2 CLSC, on a pu écrire notre premier salle début. Puis on a vraiment suivi votre modèle, donc vraiment, je vais vous remercier. Puis, Dr. Lechaine, je suis super contente de vous rencontrer, très inspirant. Vous avez mentionné le hospital à home. Je sais que ça va être implanté, je pense, en 12 hôpitaux. Ici, comment vous prévoyez votre collaboration avec... Nous, à Verdun, il y en aura un, sauf que le CIA le fait déjà. La question, excusez-moi. Il faut quand même que je comprenne. La question, c'est que les hôpitaux à domicile, c'est le choix de notre ministre responsable des aînés. Au lieu d'implanter des CIA dans tous les CLSC qui font à 4-5% de leur temps de l'hôpital à domicile, ça, c'est des cas faciles. Hein? L'hôpital à domicile, ils sont en santé, c'est du post-op, c'est congé après 7 jours. Fait que nous, on fait ça, les médecins CIA, on est appuyés pour ces patients-là, c'est pas trop. Nous, le 95%, c'est les gens très malades, ceux qui ont vraiment besoin d'une complexité médicale. Alors nous, on est désolés que tout l'argent soit mis pour payer des infirmières et des médecins dans des hôpitaux pour faire ce que les CIA font déjà. Et ça on tourne dans la même soupe. C'est parce qu'ils n'en veulent pas de CIA. Et s'il n'y a pas de CIA, on va faire au moins du post-op. Mais alors, c'est la même réponse. Pour avoir des CIA, il faut pousser dans le dos du gouvernement et leur dire on est écœuré de l'hôpital où on ne réussit pas à obtenir les soins qu'on veut, à moins d'être le 12 heures d'attente ou whatever. Et on veut avoir des services de proximité sur notre territoire avec du monde qu'on connaît. La FADOC l'a fait. La FADOC représente 500 000 Québécois, personnes âgées, anciens âge d'or. Ça n'a rien donné. Maître Brunet, protecteur des malades, ça fait 2 ans qu'il se démène, ça n'a rien donné. Je pense que mon syndicat est plus fort que vous. Ouais, écoute, je ne sais plus quoi faire. Là, vraiment, moi, j'aime pas ça trop qu'on se sente impuissant. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon. OK, madame, là, avait demandé la parole. Madame, là, après. Et peut-être au fond, il y a quelqu'un d'autre? Oui, OK. 1, 2, 3. Allez-y, madame. Oui, nommez-vous. Parlez fort. Parlez fort. Bonjour, en fait, moi je suis ici pour Dr. Deschênes. Vous me donnez des ailes. À chaque fois que je vous écoute, je suis dans tous vos webinaires que je peux, que vous êtes là, je suis branchée. Moi je suis médecin de famille, je suis un cas un peu rare. Je viens de l'Espagne, je connais la culture de l'Europe. Je suis interniste en Espagne. Je suis médecin de famille ici. Je travaille à l'hôpital, donc je fais la médecine hospitalière, mais je travaille aussi au CLSC. Et je fais des soins à domicile. Donc, je connais les deux réalités. Ça fait 1 semaine que je suis
chef du CLSC parce que je crois à vous, à vos rêves, j'ai les mêmes rêves. Je suis à Montérégie Est et on a des soins à domicile du SIAD, mais en tout cas, oui, les médecins, il manque un peu de leadership, il faut qu'ils connaissent, en tout cas, je parle aux médecins qui sont en état. Moi, une des solutions peut-être, puis je suis emballée vraiment avec une semaine de contact ici et là, je pense que ça passe par les DRMG, la direction, les départements régionaux de médecine générale, ceux qui donnent les primes. Tu sais, il faut qu'ils comprennent qu'il faut aller à domicile, arrêter de donner des primes pour aller faire du bureau ou l'hospice. Hier, on a eu la journée de recrutement et ça devrait être priorité numéro 1, faites du domicile, et après, s'il y a des places, s'il y a du monde qui reste, allez vers les hôpitaux. À l'hôpital, je connais la réalité, ça fait 10 ans que je suis à l'hospice ici, et il y a la moitié, 3 quarts de mes patients, ils devraient être à domicile. Mais oui. Même pas se présenter à l'hôpital. Mais bon, ça c'est une chose. Moi, ma question, je travaille je couvre beaucoup des ressources intermédiaires et des SPA. Je sais. Et la misère avec les ressources intermédiaires et les travailleurs gestionnaires, on peut faire des soins à domicile parce que c'est leur domicile n'y arrive pas à comprendre. Les ressources intermédiaires, ils sont tous mêlés. C'est que le concept est faussé au départ, et c'est encore politique. C'est que nous, ce qu'on nous a dit quand on a rencontré le ministère et les ministres de l'époque, c'était qu'il n'y a pas de malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont en très bonne santé. Ben, c'est tout à fait faux. Nous, on fait des soins palliatifs. J'en ai prévu 3 en ressources intermédiaires, là, cette semaine. Alors donc, quand on estime en haut à Québec qu'ils ne sont pas malades, ça veut dire qu'il n'y a pas de garde infirmière pour eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infirmière pour eux le soir et la nuit. Ça veut dire que quand il y a un cas qui ne va pas bien, qui est en soins palliatifs, en ressources intermédiaires, eh bien, la fille courageuse va être assise au chevet de son vieux papa mourant et il n'y a personne pour elle. Nous, on a la chance, toujours le SUS entre ceux, d'avoir un SUS extraordinaire qui non seulement a un système de garde infirmière de nuit, mais le SUS paye des infirmières auxiliaires qui passent la nuit avec ces gens-là, parce que sinon, il y a un préposé par étage qui aide à aller aux toilettes, là. C'est un préposé privé qui sait juste faire ça. Et 911, nous, on a des pancartes qu'on met dans les chambres en ressources intermédiaires, ne pas transférer à l'hôpital, ils partent pareil. Oui, alors c'est le concept au départ, c'est toute la façon de voir les soins aux âgés, pas dans les beaux documents, là. Les beaux documents, c'est parfait, c'est bien écrit. Mais en pratique, il faudra avoir une politique de soins pour les RPA, les RI et le domicile qui soient équivalents. Mais j'ai aussi entendu la ministre Bélanger le 31 mai dire qu'elle est en train de plancher sur une politique du soutien à domicile. Ça va être la 14e que j'aurais connue. Et moi, ma question, c'était pour nos 2 invités, qu'est-ce qu'on met dedans? Mais en réfléchissez à ça, on va prendre d'autres questions. Madame, au fond? Donc, moi, je suis médecin de famille depuis 8 ans. Je travaille en CLSC au CLSC du plateau Mont-Royal. Donc, je travaille avec Caroline. Je fais du GLF en CLSC, puis des soins à domicile en CLSC, puis on est SIAD, nous aussi, suite à l'exemple de Verdun. Je vais juste donner mon petit grain de sel par rapport à la vision là, des médecins de famille en hôpital versus CLSC, soins à domicile. Je pense que c'est important que les médecins de famille soient en hôpital. On a notre place là. Je ne travaille pas en hôpital pourtant, mais je trouve que c'est une belle pratique. C'est ce que les médecins de famille aiment de la pratique de médecine familiale, c'est qu'on peut faire de tout. En région, le médecin de famille est vraiment partout. Fait que pourquoi pas faire la même chose en ville? Dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que chaque professionnel de la santé doit aller au maximum de ce qu'il est capable de faire selon sa profession. Donc, le médecin de famille est capable d'hospitaliser, ben pourquoi pas, ça coûte moins cher qu'un médecin de famille hospitalise qu'un interniste. Donc, pourquoi un interniste hospitaliserait? Même en ville, on a des délais d'attente pour voir les spécialistes. Ce qu'il faut, c'est former plus de médecins de famille. Le problème, c'est que les étudiants en médecine ne choisissent pas la médecine familiale, choisissent la spécialité parce qu'ils font 2 fois le salaire, parce qu'ils se sentent plus à l'aise, parce qu'ils vont devenir spécialistes d'une petite affaire, tandis qu'en médecine familiale, il faut tout connaître. Donc, les grands anxieux qui vont en médecine, ça les intéresse pas trop dans la médecine familiale, et puis ils paniquent un peu. Donc, c'est vraiment la valorisation de la médecine familiale. Et dans les médecins de famille, ben là, encore une fois, c'est la même chose, c'est la valorisation des soins à domicile en médecine. Si on n'est pas exposé pendant nos études, pendant nos 4 ans de stage comme externe puis comme résident, on fait beaucoup plus d'hôpital. Moi, j'ai fait quelques journées de soins à domicile. J'en ai pas fait beaucoup, là. Puis CHSLD aussi, on a fait seulement quelques journées.
Tandis qu'on a fait des semaines et des semaines et des semaines à l'hôpital. Donc, c'est sûr qu'on est habitué à ça. Puis, il y a vraiment la réputation de soins à domicile et CLSC, on est moins bien payés, les médecins de famille. Fait que pourquoi j'irais travailler là-dedans? Ce que je peux rassurer les autres médecins, c'est qu'à la FMOQ, quand même, moi, je suis vice-présidente de l'Association des médecins en CLSC. On est une branche de la FMOQ. Il y a eu des pourparlers, là. On parle dernièrement dans les nouvelles des négociations avec les médecins de famille. Mais tous les médecins, même ceux qui font juste du cabinet et de l'hospitalisation, ils disaient qu'il faut augmenter le salaire des médecins qui font des soins à domicile parce qu'on sait que c'est important. Ils sont là pour nous aider, nous qui en faisons pas. C'est important aussi, je pense, de valoriser les autres professionnels de la santé à aller travailler en soins à domicile. Même pour une infirmière, c'est bien plus glamour de travailler à l'hôpital que de travailler aux soins à domicile ou de travailler en CHSLD. J'ai fait 5 ans en CHSLD, je fais de la ressource intermédiaire. On manque tout le temps d'infirmières, ça n'a pas de bon sens. Puis, l'infirmière n'est pas capable d'aller développer son maximum de potentiel. Moi, je le vois quand je travaille en GMF, l'infirmière GMF, elle fait tout le suivi des maladies chroniques. En soins à domicile, l'infirmière, en tout cas moi, dans le Centre-Sud, l'infirmière de soins à domicile ne fait pas de suivi de maladies chroniques. Elle va faire des plaies, mais à part de ça, elle fait plus des techniques à domicile. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut développer en soins à domicile parce que ça va aider à prendre en charge plus de patients à domicile. Et l'autre problème, ben, c'est le sous-financement des soins à domicile. C'est sûr que c'est un fait. J'espère que qu'ils vont nous laisser un plan. Sonia, Bélanger. Bon, et donc, j'espère qu'elle va aller travailler pour ça. Il faut vraiment plus de financement pour les résidences intermédiaires, les CHSLD et les soins à domicile. Il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que les patients, ils veulent avoir des soins à domicile. Mais si le financement ne suit pas, ça ne fonctionne pas. Puis, une petite parenthèse avant de terminer, pour dire, nous, l'Association des médecins CLSC, on est allé parler à la direction de la première ligne au ministère. La direction de la première ligne est dans une direction médicale. Les soins à domicile, c'est dans une autre direction qui est du nursing et il n'y a aucun médecin. Ils ne se parlent pas entre eux. C'est vrai. C'est sûr, comment on peut développer des belles équipes multidisciplinaires si ça ne se parle même pas entre eux. Le ministère travaille en silo, ça marche. Poser la question, c'est y répondre. Merci beaucoup de votre témoignage. Est-ce qu'une de nos invitées veut répondre, madame? Oui, j'ai trouvé très, très intéressant tout ce que vous avez dit. Il y a juste, je mettrai un petit bémol, je n'ai pas dit pas de médecins de famille à l'hôpital, mais ce qu'on regarde au Canada, ce qu'on regarde en Europe, les médecins de famille font de l'urgence, et bien sûr, c'est à eux de faire ça. C'est eux qui font l'hospitalisation palliative, gériatrique, et toute l'hospitalisation en région éloignée où on manque de spécialistes. Le problème, c'est qu'on est passé de 18% des heures travaillées par les médecins de famille à 40% en milieu hospitalier. Et là, c'est là que ça va moins bien. C'est sûr que ce n'était over the top en médecins de famille, puis que tout le domicile était bien fourni, puis que les bureaux étaient tous pleins de médecins. On ne parlerait pas, vous et moi, de tout ça. Mais là, on frappe un mur et un vrai. Et qui paye pour moi, en tout cas moi, qui paye pour moi, c'est les Québécois. Et les Québécois âgés, c'est eux qui ont payé mes études, c'est eux qui payent mon salaire. Et eux, je pense qu'on devrait prioriser les soins médicaux à domicile avant de prioriser l'extra, c'est le 20% de plus de médecins de famille à l'hôpital en centre urbain. Puis quand on va déborder de médecins, ça va être tellement incroyable qu'il y en a partout en bureau, on pourra à ce moment-là dire aux médecins de famille, si ça tente de faire de l'hôpital en ville, vas-y. Mais là, pour le moment, là, on est en crise. Est-ce que madame, là-bas, et votre voisine après? Je vais me lever, là, parce que vous m'entendiez. Attends, il y avait madame là. Madame allez-y en ça ne vous dérange pas. Allez-y en premier. D'accord. Mon nom est Micheline Boucher-Granger du Conseil de la protection des malades. Et ma question s'adresse à Dr. Deschênes, qu'on se connaît bien. Il a été question tantôt que Dr. Barrett, la réforme qu'il voulait apporter a été défaite. Pour les SIAD. Juste pour les SIAD. Oui, par Mme McCann. Est-ce que, de quelle façon, premièrement, Mme McCann a agi pour contrecarrer tout ça? Et est-ce que maintenant, ce ne serait pas la même situation qui se répète au niveau politique comme tel? Alors, c'était très difficile de négocier les SIAD. Je faisais partie du comité de négociation avec le ministère, très courageux, une avocate du ministère. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, la même semaine, cette avocate-là a été mise dehors. OK? Et la même semaine, les SIAD ont été bloqués.
dans tous les comités paritaires où la FMOQ doit mettre son détente pour dire, OK, les équipes vont s'implanter, tout est gelé. Et là, nous, Evelyne Gallardès et moi, pendant 18 mois, on recevait des appels de médecins qui disaient, ah, on attend. C'est ça. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a été public à Radio-Canada. M. Godin n'a pas aimé ça, à la FMOQ. Et là, il s'est entendu avec Daniel Lacan pour ouvrir l'entente des SIAD, qui n'avait pas un an, une entente toute fraîche, et de rajouter 2 choses, le séjour et interdiction que tous les CLC initiales. Maximum 1 sur 2. 1 sur 2? Oui. C'était par les forfaits. La façon de payer les médecins, on payait juste pour un CLC sur 2. Et ça a gelé le développement des SIAD. La FMOQ a gagné ce qu'elle voulait. M. Dubé, par la suite, on l'a rencontré, puis là, il se sentait complètement impuissant face à ce syndicat-là. Moi, je pense que c'est le temps que la population demande des comptes à un syndicat de médecins dans la répartition des heures travaillées à domicile en bureau versus... Et je suis d'accord avec vous qu'il faut engager plus de médecins. Mais si tu parles des médecins, on va le voir dans 10 ans. Le problème, c'est que là, 25% de la population a 65 ans et plus, et dans 10 ans, c'est 30. Alors, on n'est plus là. Le feu brûle, là, je parle d'un boyau, puis on arrose. C'est quoi? C'est qu'on sort les médecins de famille des hôpitaux, dans les milieux urbains où les spécialistes pourraient faire leur part, s'il vous plaît. Là, nous, on s'en va rapidement faire tous les soins à domicile et prendre en cabinet en charge des vieux malades. Tout délégué aux infirmières, tout ce qui est le suivi des conditions chroniques, hypertension, diabète, les vieux malades complexes, toutes les prendre en charge au bureau. J'ai hâte que ça se fasse. Parce que là, ça se fait pas du tout. Madame, oui, c'est à vous. Oui, moi, je suis psychiatre, donc c'est tout ce qui est première ligne, médecine de famille, c'est un peu différent de mon monde, mais j'étais jadis, bon, je suis encore dans l'association des jeunes médecins, je suis la salle du groupe. Mais dans le temps, il y a eu la mise en place des activités médicales prioritaires. Les médecins de famille, avant, faisaient de la prise en charge. Tu sais, ils ouvraient un bureau, ça coûte cher, donc ils faisaient du bureau. Et là, soudainement, il y a eu un trou, il y a eu un scandale dans une urgence où il y a manqué il n'y a pas eu assez de médecins. Et là, ils ont décidé. Savez-vous qui a décidé ça? Le ministre de la Santé de l'époque? François Legault. Oui, oui. Il a tué la médecine de famille. Avec l'huissier par-dessus ça. C'était toute une affaire. Votre question? Et là, le problème, nous, on s'était battus pour dire enlever, il ne faut pas faire les activités médicales prioritaires parce que là, ils ont forcé les jeunes médecins à faire de façon obligatoire de l'urgence, soins hospitaliers. Et ça a eu un effet pervers. Ce qu'on n'a pas eu dans le restant du Canada, c'est que les médecins, les jeunes médecins, ont aimé faire l'hospitalisation, puis l'urgence. Parce que bon, c'est stimulant, puis il n'y a pas de prise en charge, c'est complexe la prise en charge. Tu t'occupes pas des et gens. là, c'est pour ça qu'il y a eu il y a maintenant plus de médecins de famille dans les hôpitaux, et là, ça a créé vraiment l'effet pervers. Et nous, on s'est battu longtemps pour annuler les activités médicales prioritaires, ça n'a jamais marché. Et là, je me disais, est-ce que tant qu'à en avoir, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans les activités médicales prioritaires, mettre une section? Est-ce qu'ils sont déjà dans les AMP ou ils sont à domicile? Mais les gens, ça va jouer. Un instant. C'est moins payant. Mais si les activités. Mais il y a eu l'ère Barrette, où là, ils ont tous changé les AMP pendant quelques années, là, de 2016 à 2020, là, les AMP, c'était prise en charge. Et avant, c'était juste ça qui était. On pouvait faire une AMP 100% prise en charge. Donc là, il y en a plein qui ont fait ça. Donc là, on recommence un petit peu tranquillement à réussir à recruter aux soins à domicile. Donc, il y a les soins à domicile. En fait, les AMP prise en charge, la FMOQ avait demandé au ministère d'exclure la prise en charge à domicile. Donc, on avait le droit de la prise en charge juste en bureau de patients relativement en santé et stable, et les plus malades qu'on prenait en charge n'étaient pas considérés comme de la prise en charge. On est dans la politique sale, là. Oui, c'est des questions politiques et des choix. Mais présentement, il n'y a pas d'AMP, urgence, hospitalisation, il n'y en a pas. C'est presque juste partout au Québec, soit à domicile, puis CHSLD, mais c'est souvent des AMP qu'on appelle mixtes. Donc, c'est inscrire minimum 250 patients au bureau, puis soit 6 heures de CHSLD ou 6 heures de soins à domicile. Donc, les jeunes médecins font une journée maximum là, de soins à domicile ou de CHSLD. Ce n'est pas suffisant. Je vais prendre monsieur derrière. Levez-vous. Bonjour. Je suis infirmier aux soins à domicile en palliatif.
au centre-sud de Faubourg. Un commentaire par rapport au soutien à domicile. Souvent, là, la famille fait les aidants qui sont en première ligne. Oui. Au Faubourg, il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Y compris le maintien à domicile, parce qu'on n'est pas capable de faire tout le service nécessaire pour le maintien. Ils n'ont pas de réseau. Voilà. Ça passe un défi pour nous, garder le maintien à domicile. Est-ce que vous voulez commenter ce que monsieur a dit, Caroline? Levez-vous. Vous parlez dehors. Oui, mais c'est vrai que après, par rapport à nos territoires et notre population, nos usagers sont souvent très isolés et les seules personnes finalement qui viennent les voir sont nos infirmiers. Puis c'est important de favoriser nos infirmiers. Comme vous disiez tantôt, le soutien à domicile, c'est pas, je sais pas, peut-être que c'était pas très glamour à l'époque, non, mais pas du tout. c'est pas non plus quelque chose, il fallait avoir de l'ancienneté ou de l'expérience pour pouvoir postuler le soutien à domicile. C'est quelque chose qui demande pour nos intervenants d'avoir une grande autonomie, d'être très indépendants. Ça peut faire peur, c'est mieux d'être dans un milieu hospitalier, on est dans un cocon, on a des médecins à côté de nous, donc il faut vraiment favoriser ça, puis il faut l'encourager, et là ça passe par, on va en témoin, mais ça passe aussi par le recrutement, puis ça passe aussi par, j'ai envie de dire, il faut qu'on en fasse la pub, puis il faut qu'on prenne des stagiaires, puis il faut qu'on promouvoie ces services pour pouvoir les pérenniser. Parce que quand je dis que j'y crois profondément, c'est parce que ces personnes-là, c'est eux qui sont auprès de nos usagers jusqu'au bout. Puis c'est eux qui vont empêcher que ces personnes-là, c'est la vigie, c'est eux qui vont être là tout le temps. Puis je voudrais rebondir aussi, j'en profite que j'ai la parole, sur les usagers qui se trouvent en RI, RPA, parce que nos infirmiers au soutien à domicile vont voir nos usagers en RI, RPA. On a après, chaque CIUS fonctionne différemment, mais en tout cas pour les CIUS Centre-Sud, on a des infirmières qui sont placées en RPA. Je sais que dans d'autres CIUS, c'est le soutien à domicile, c'est les infirmières du soutien à domicile qui vont dans les... pardon, je veux parler des RI. On a des infirmières en RI, puis je sais que dans d'autres CIUS, c'est des infirmières du soutien à domicile qui vont dans les RI. Mais on a aussi maintenant des infirmières qui sont dédiées à nos RPA. Donc, on est vraiment en train de se placer dans toutes les ressources de nos territoires et pour pouvoir créer le lien. Donc, voilà. Mais au fond, la question de monsieur, c'est beaucoup, et vous avez répondu, Caroline, à l'effet que pour bon nombre des patients malades à la maison, ils n'ont pas de réseau. Donc, c'est sûr que dans vos équipes, il faut avoir des gens pour les pister et aider vos infirmiers. Mais il y a aussi le communautaire, j'imagine, là-dedans qu'il faut faire entrer parce que quelqu'un me disait les popotes roulantes. Très souvent, c'est les seules personnes qui vont rentrer dans la maison 2-3 fois par semaine et qui vont voir l'état d'aggravation parce qu'ils ne sont pas repérés, ces gens-là. C'est ça, en fait, au soutien à domicile, on a beaucoup de professionnels et tous les professionnels prennent en charge, tous les professionnels prennent en charge les usagers, dans le sens où on a vraiment des filets de sécurité avec nos travailleurs sociaux, nos ergothérapeutes, des infirmiers auxiliaires, et puis il ne faut pas oublier nos auxiliaires en santé qui viennent tous les jours à domicile pour offrir des soins et des services. Donc c'est vraiment ce qui fait le lien. Je pense que c'est l'avenir. Et tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe en Europe. C'est vrai qu'à tous les jours, le fait d'avoir quelqu'un qui passe à domicile pour prendre en charge et faire des suivis de nos usagers, c'est nos vigies. C'est ce qui va permettre qu'ils ne soient pas tout seuls. Et c'est ces professionnels qui font le lien avec la communauté. C'est ces professionnels-là. C'est pour ça que je parle de communication. Je parle de nos filets de sécurité parce que ce sont tous ces professionnels-là qui font le lien avec la communauté, avec les populations roulantes, avec les communautés compatissantes, pour les soins palliatifs par exemple. C'est aussi des usagers qu'on ne veut pas retrouver ces personnes-là à l'hôpital. On veut qu'elles puissent mourir chez elles, c'est ce qu'elles veulent aussi.
pour pouvoir les prendre en charge à domicile. Moi, oui, monsieur, c'est à vous, puis après, madame. Allez-y. L'observation, c'est une question. L'observation, c'est tout le monde. Nommez-vous. Étienne Bossuet. Il y a, tout le monde a le problème au île ou Montérégie dans le CIUS dans lequel ils sont rattachés, mais ma question, c'est surtout quand on parle des SIAD, mais en région plus éloignée, par exemple, c'est pas Saint-Laurent et tout ça, puis quand on Saint-Laurent, ils ont un super beau programme de tout ce qui est les infirmières en ruralité, qui est excellent, mais il y a un enjeu de préparation des infirmières au marché du travail là, qui se replie sur les gestes techniques, là, qui est un peu une valeur d'ajouter. La question, c'était la DSI répond de Stéphane Bergeron, qui est aux directions cliniques, devrait normalement se parler des infirmières et des médecins aussi. Il ne faut pas oublier dans le projet de loi 15, dans la loi, ils ont créé ce qu'on appelle la gouvernance clinique, qui peut peut-être porter à des meilleurs, à briser les silos, puis s'assurer que le monde infirmier parle au monde médical, puis que ça peut se déployer. Ben, ma question, en fait, j'aurais ma question, mais est-ce qu'il y a des choses différentes qu'on doit considérer quand on pense au déploiement, justement, en région des SIAD? On a travaillé ça avec plusieurs médecins depuis 15 ans, avec lesquels on est en communication, qui travaillent en région éloignée. C'est pas du tout comme en ville, parce qu'il n'y a pas le volume. Quand je dis qu'on a 1500 patients, là, moi, mes consoeurs qui travaillent Basse-Côte-Nord, ils disent j'ai 2 cas qui sont palliatifs cette année. T'sais, on n'est pas dans les mêmes chiffres. C'est les infirmières, ils appellent ça des infirmières de village. T'sais, parce que les distances sont tellement grandes, donc c'est pas une équipe de 80 infirmières comme chez nous. C'est que l'infirmière qui va faire tout sur ce village-là, et le médecin va se déplacer une fois. Il va rouler son 200 km. Il va aller voir le patient une fois, il ne le reverra plus jamais. Ah, c'est incroyable, hein? Parce que l'infirmière est tellement extraordinaire. Alors moi, j'en profite de passer un message. On parle toujours des super infirmières. Les super infirmières, elles sont ici ce soir. C'est les infirmières à domicile, hein, les infirmières de CDC à domicile, les infirmières de Novation à domicile, les infirmières qui font des soins à domicile, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, elles sont toutes seules pour faire l'évaluation, elles sont toutes seules pour donner les traitements. Il n'y a pas un docteur sur l'étage là, pour venir les aider. Pour moi, les super infirmières, là, c'est notre politique, c'est la politique des infirmières, mais pour moi, c'est celle à domicile. Donc l'infirmière de village, elle va prendre charge du cas all the way jusqu'au bout. Ils ne sont même pas capables de faire la visioconférence. L'Internet n'est pas assez fort. Donc, on est juste sur du téléphone. C'est fou, hein? C'est possible quand même. C'est possible. Tout est basé sur l'infirmière. Tout ce qu'on dit ce soir est basé sur l'infirmière. C'est juste que quand il n'y a pas de médecin au bout du fil, ça tombe à l'eau. Il y avait une dame à qui j'ai dit oui, allez-y, madame. Bonjour, Camille Ledistrom, je suis conseillère en pratique professionnelle au CIUS du Nord, ergothérapeute aussi à domicile. En fait, ma question est Plus fort. Ergothérapeute, j'étais longtemps aussi à domicile. Puis ma question pour Caroline, on a des équipes SAD maintenant qui font du maintien et de la planification précoce de congé. Pourquoi une équipe SAD aiguë? Est-ce que, avez-vous des retours positifs de ça? Pourquoi cette organisation-là? De la continuité, j'imaginerais qu'on prend en charge, c'est la même personne qui va continuer à suivre par après. Il me semble que ça a vécu, ça vient briser un peu cette continuité-là, je ne sais pas. Mais en fait, c'est un plus, c'est une plus-value, c'est pour prendre en charge la personne plus rapidement, parce que ce sont des infirmières et des infirmiers, des infirmières qui n'ont pas de charge de cas, donc pour pouvoir intervenir plus rapidement. Mais elles travaillent en collaboration avec les équipes de soutien à domicile, parce que nos équipes de soutien à domicile sont des infirmières qui ont comme vous disiez Geneviève, et puis c'est les infirmières qui sont à tous les jours auprès de nos usagers, qui ont des charges de cas. Elles ont des charges de cas parfois entre 50 et 90 usagers. Elles planifient des visites régulières de suivi tous les jours. Elles voient entre 4 à 6 usagers par jour pour faire des évaluations, des suivis. Et puis, quand il y a une situation plus aiguë qui se présente, ou quand on veut par exemple pouvoir, on aimerait le faire plus souvent, hein, c'est détourner un usager de l'urgence ou le ramener de manière plus rapidement à domicile pour lui offrir des soins, et que ça s'organise un peu dernière minute, je dirais, et même si on veut travailler en amont maintenant, eh bien le SADEGU va être capable d'intervenir là, maintenant, tout de suite, on est capable d'intervenir et de prendre en charge et de faire des suivis dans la journée, puis avec la collaboration de médecins au SIAD, on peut faire un appel, on peut réajuster une prescription, on peut donner des médicaments à domicile. J'entends par là, quand c'est des soins un peu plus aigus, on peut
faire du LASIX, par exemple, à domicile, ce qu'on ne faisait pas avec les équipes de soutien à domicile traditionnelles. Donc, ça vient prendre le relais, puis on prend en charge cet usager, on collabore, évidemment, ils se connaissent bien, et puis, petit à petit, l'infirmière du soutien à domicile traditionnel va reprendre le suivi de cet usager dans sa charge de cas et va se planifier, des visites régulières pour ne pas l'échapper, pour favoriser un retour plus rapide et une prise en charge dans la journée. Ce que je vois, c'est exactement ça, c'est que l'infirmière avant me disait il faut l'hospitaliser. Parce que moi, il me reste 6 visites à faire aujourd'hui, puis là, il y a 4 heures de travail d'infirmier à faire ce colonne sur charge, et j'ai pas le 4 heures. Et là, avant, c'était, il fallait que je me batte avec l'infirmière pour dire fais pas 9 heures, oui, mais j'ai pas le 4 heures. J'ai pas le 4 heures pour faire l'évaluation. J'ai pas le 4 heures pour aller chercher le fluorosylate. J'ai pas le 4 heures pour le donner. J'ai pas le 4 heures pour retourner voir, la repeser, poser la sonde. Et là, depuis qu'il y a le SAD aigu, les infirmières du CLSC appellent directement le SAD aigu. Je pense même pas par mois. Elles savent qu'elles n'ont pas le temps et elles ont le choix de ne pas faire le faire. C'est juste une question d'humanité. Ces infirmières-là sont des bons. Sont des bons. Mis à part la charge de cas, est-ce qu'il y a d'autres différences au niveau de l'organisation de l'équipe? Parce que les soirs, la couverture est différente. C'est des anciennes, des urgences. Elles, des surcharges, là, comme ça. C'est ça, c'est des infirmières qui sont un peu plus spécialisées dans les soins aigus, je dirais. C'est pour ça qu'on a voulu aussi rassembler notre équipe de soins aigus avec nos équipes de soins palliatifs, parce que nos équipes de soins palliatifs, ça fait depuis longtemps, ce sont des infirmières qui sont experts dans le maintien à domicile de nos usagers les plus vulnérables, donc qui présentent des conditions de santé plus aiguës à un moment donné, mais qu'on veut absolument garder à domicile parce qu'on ne peut pas les envoyer sur une civière à l'urgence. Donc, elles ont cette expertise, et il faut le dire, parce que le soutien à domicile, comment est-ce que ça a été développé, c'est que c'est des suivis réguliers, puis il y a des soins qui sont peut-être un peu moins techniques, je dirais. Donc, peut-être qu'il y a certaines infirmières qui sont moins à l'aise à donner un LASIX IV à domicile. Mais maintenant, ça commence à se démocratiser. Ces infirmières-là sont formées, elles ont plus l'habitude. C'est une équipe qui commence à avoir l'habitude et qui est plus agile et qui a plus de facilité pour donner ce soin. C'est aussi là la différence. Elles ont le temps. Elles ont le temps parce qu'elles n'ont pas de charge de cas, puis elles peuvent arriver, puis rester là pour faire une évaluation pendant 1 heure. Puis notre médecin SIAD, il y a une belle collaboration. C'est aussi le fait que dans le bassin du SAD aigu, il y a quelques infirmières. À l'heure actuelle, j'en avais 2, j'en ai 1. On est tous dans la même situation avec nos ressources, mais tous les médecins la connaissent. Ils ont une confiance, il y a un lien qui a été créé. Puis, à l'heure actuelle, on a une infirmière au SAD aigu, elle fait à peu près un jour à la fois. Ça suffit. Une infirmière au SAD aigu qui sont soutenues par 4 infirmiers soins palliatifs qui, je dis des bêtises parce que oui, je dis une, mais on a élargi aussi avec nos infirmiers de soir, on a au moins 2 infirmiers de soir qui font du SAD aigu. Puis les infirmiers de soir, finalement, ça fait depuis longtemps qu'ils font du SAD aigu parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut promouvoir ce service et qu'il faut aller chercher des stagiaires, des étudiants, qu'il faut aller faire du marketing finalement, parce que c'est très peu connu, puis ça demande beaucoup d'autonomie. C'est peut-être aussi pour ça que nos infirmières à l'hôpital, qui sont entourées par des médecins et qui ne sont pas seules, elles ont peur de venir à domicile et de se retrouver toutes seules dans un environnement qui n'est pas une chambre d'hôpital. Avec les pires malades. Avec les malades les plus graves. OK. Je vais prendre 2 dernières interventions, parce qu'en principe, vous êtes ici pour réseauter, m'a-t-on répété. Alors, madame, rapidement, et monsieur après. Allez-y, madame la psychiatre. Vous avez levé la main. C'est juste, votre équipe, c'est plus que 7 jours, parce que c'est pas clair. Pour vous, c'est clair, mais pour. C'est pas 7 jours. C'est pas 7 jours. C'est la moyenne de suivi. C'est 8 mois en moyenne qu'on suit les patients avant l'opération. C'est parce que ce qui est mélangeant pour nous, c'est SIAD, SAD. Là, je viens d'apprendre que vous avez des soins aigus, et c'est pas la même chose que le SIAD. Alors, le SIAD, c'est l'équipe médicale, le SAD aigu, c'est l'équipe levez-vous, docteur Dechaine, que votre voix le SIAD, et c'est le ministère. Nous, on voulait s'appeler équipe médicale à domicile. Le ministère a refusé. Ah bon? Il fallait absolument qu'on le fasse. On m'a dit, tu prends le mot SIAD, mais on n'en fait pas du tout. Un acronyme tellement simple. Alors, SIAD, c'est l'équipe médicale. SAD aigu, ça n'a rien à voir, c'est
équipe infirmière. Puis vous avez raison, c'est une grosse équipe de 1 à 2 infirmières. On n'en met pas 12 sans qu'elles soient. SIAD, c'est médecin, ça début, c'est Les infirmière. soins à domicile, Ça, les soins à domicile, c'est les CLS habituels. Bon, ok. C'est vraiment niaiseux, mais... Non, c'est Ça fait 2 jours que j'essaie de démêler ça. Ça se fait, j'ai pris des notes. Alors, oui, monsieur, vous avez une question? Puis, monsieur veut absolument la dernière intervention. Rapidement. Oui, absolument. Gilali, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Écoutez. En fait, j'aimerais... Qui êtes-vous? Monsieur Rioux. Nicolas Rioux. Vous n'êtes pas vieux du tout. Voilà. À inverser, mais je ne sais pas. Je travaille aussi au Centre-Sud avec ces gens magnifiques. Je vais rebondir sur 2 choses. Les SIAD et les équipes de SADAIGU peuvent opérer de façon efficace s'il y a une structure qui les soutient. On ne peut pas penser qu'une équipe médicale, un SIAD seul, c'est-à-dire des médecins de soutien à domicile, ça ne fera pas une volumétrie fort valorisée. Ça prend des équipes infirmières qui sont là, ça prend des gestionnaires qui croient qu'ils les soutiennent dans leur intervention, ça prend du secrétariat médical pour soutenir tout ça, parce qu'oubliez pas, autour de tout ce système-là, il y a d'abord des citoyens qui appellent pour avoir de l'aide, des proches aidants qui appellent pour avoir de l'aide, il faut les accueillir, il faut répondre. Il y a des services d'urgence santé, comme Julie, qui appellent pour dire « Nous avons quelqu'un, on a besoin de vous ». Ça prend une infrastructure. C'est vrai pour la région urbaine, c'est vrai en région également. Les établissements doivent prendre la responsabilité de mettre en place des structures qui soutiennent les activités de façon efficace. C'est pas grand-chose, là. Nous, là, en gros, l'accès en SADAIGU ou en SIAD au Centre-Sud, c'est un cellulaire. Un cellulaire comme ça, comme vous avez tous pour la plupart dans vos mains. Et mon seul problème avec cet appareil-là, c'est qu'il y a des moments où il ne sonne pas. C'est le seul problème que je considère qu'il y a, dans le sens où, honnêtement, si on maximisait le potentiel d'accès de ces services-là, on aurait un méchant problème, il y aurait des messages qui s'accumuleraient, on ne fournirait pas. Un jour, on va peut-être y arriver. L'autre chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que les soutiens à domicile sont en crise identitaire. Non pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on est, mais on est incompris. Le contexte de société a énormément changé. Auparavant, en 2003, après quelques itérations de divers documents ministériels, il y a eu la politique de soutien à domicile qui existe encore aujourd'hui, qui, Dieu merci, va être renouvelée dans quelque chose qu'on espère soit plus porteur pour l'avenir. Mais il y a 20 ans, on soutenait des gens, des citoyens pour demeurer chez eux. J'ai des difficultés de déplacement, j'ai des difficultés à exécuter mes activités. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de faire 2 choses. Continuer à faire ça et le faire encore plus, offrir des services de soutien pour que le citoyen reste chez lui, et offrir des soins médicaux et infirmiers, incidence des maladies chroniques, des maladies neurologiques, etc. C'est 2 activités différentes. On parle de l'hospitalo-centrisme, je vais faire un lien avec le fonctionnement hospitalier. Est-ce que ce serait raisonnable de demander à une infirmière de l'unité de médecine, qui a 6, 8, 12 patients, je ne sais pas, ça dépend de l'organisation de l'unité, de couvrir la salle d'urgence? Toi, tu vas couvrir la salle d'urgence en plus de tes 8 patients. Pour que les SIAD fonctionnent, ça prend des SADAIGU, ça prend des équipes qui sont dédiées à faire ça, et qu'ils ont la marge de manœuvre pour prendre le flux de citoyens qui nous appellent, qui disent « j'ai besoin d'aide ». Donc, le lien avec l'hôpital, c'est la même chose. On doit se donner la chance d'avoir des ressources qui sont en posture pour répondre aux besoins au moment opportun. Sinon, on y arrive pas. Mais voilà. Moi, là, excusez-moi, je ne comprends pas votre exemple. Pourquoi la fille qui est sur l'étage, qui a 7-8 patients, on lui demande de couvrir... Non, je vous donnais... ça donne quoi? Je posais la question. C'est pour quel point? Vous voulez valoriser quoi? Je veux valoriser le fait que si nous voulons des SIAD et des SADAIGU, on doit... C'est en écho, vous dites, ben, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du soutien à domicile? Le soutien à domicile, ça vise aux citoyens à rester chez lui. C'est ça la job du soutien à domicile. La job des SIAD,
et les SADQ, c'est de répondre à des besoins de soins médicaux et infirmiers. C'est deux champs d'activité distincts, mais qui en finalité se recroisent, évidemment. Et je faisais le lien en disant, si on demandait aux infirmières des unités de soins de s'occuper de l'urgence, d'après moi, ça irait pas bien à l'urgence. Alors, dans les soutiens à domicile, il faut avoir cette sensibilité-là, d'avoir des ressources qui sont en capacité de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est une expertise. Voilà. Et voilà, c'est une expertise. Monsieur, vous aurez le mot de la fin. Je prends plus de questions. Nommez-vous, bonjour. Assistant de SADQ à Jeanne-Mance. Toujours la même gamme, toujours le même style. Vous n'avez pas que ta salle, finalement. Oui? Plus fort. Je disais, Nicolas, par rapport à la différence entre SAD et SADQ. Le SADQ, c'est vraiment, ça vient décharger le SAD. Par exemple, un patient qui part chaque 2 semaines à l'urgence. Oui. On peut mettre un SADQ pour le suivre. L'idée de ne pas, parce que c'est comme un réflexe pour eux. Chaque 2 semaines, ils leur prennent à l'urgence. Et nous, on fait le suivi jusqu'à ce qu'on se stabilise, jusqu'à ce qu'on va lui offrir un numéro de téléphone. Au lieu d'appeler il y a un numéro de téléphone de fichier d'accès SADQ. Il appelle là-bas, il nous appelle, on va aller voir. C'est dans ce sens-là, c'est vraiment. Puis aussi, le SADQ, ça répond bien pour les patients qui n'ont pas d'infirmier. Par exemple, un travail social, une infothérapeute. Ah, j'ai un patient que je n'ai pas d'infirmier dans le dossier. Est-ce que je pouvais voir? On va aller voir, on va évaluer. Si on voit que c'est un patient qu'on peut suivre à long terme, on va stabiliser, on va appeler des syndicats, on stabilise. Et puis les stabiliser, on peut mettre dans une charge de frais de soins infirmiers. Si c'est quelque chose qu'on peut laisser, c'est quelque chose de pas chronique, on laisse. Sinon, c'est pas quelque chose qui se répète, on peut mettre tellement en salle de vie. Il y a un infirmier qui va le voir chaque mois selon sa maladie. Il y a d'abord qu'il y a ça de lui, puis il y a ça de lui. Oui. Il y a beaucoup d'acronymes. Rejoindre ça de lui. Qui j'appelle? Mais c'est plus santé physique. Ah, il existe par contre dans notre site, je ne connais pas les détails, mais il y a un projet là, à l'hôpital Notre-Dame de hospitalisation à domicile, santé mentale à domicile. Mais ça, c'est les. Non, il y a hospitalisation à domicile, mais aussi hospitalisation psychiatrique à domicile. Et ça, c'est excellent. Instable. Là, on en fait, nous autres, à l'hôpital, des soins psychiatriques à domicile. Mais moi, je parle des soins physiques parce qu'ils n'ont pas de médecin. C'est ça. Mais les soins, si c'est des soins physiques, là, ça serait ça. Ah, ben, j'aimerais ça. Ça peut se dire, mais vous avez plein de choses à échanger. Peut-être que vous n'avez pas le goût de prendre un verre, de réécouter par ça. Mais bon, je pense que nous devrions quand même applaudir chaleureusement nos 2 panélistes. On sait ce qu'on a à faire. La mobilisation, on brasse du camarade et on dit... On brasse du boomers aussi. Pardon? On brasse du boomers. On parle du boomers. On est une fabrique à centenaire en plus au Québec. Imaginez-vous quand ma gang va arriver. Alors, je veux aussi dire merci au docteur Garot du groupe Espace Santé qui a organisé cet événement. Je veux aussi vous remercier, vous, pour votre écoute et votre contribution. Alors, prenez soin de vous et continuez de parler avec vous. C'est passionnant de vous écouter. Moi, j'en apprends à chaque question. Portez-vous bien. Merci beaucoup. À remercier les 2 conférenciers, Mme Keren et Dr. Deschênes, et aussi Mme Limon. Je ne sais pas si c'est votre fête demain. Oui. Quelque chose, le groupe sur le soutien à domicile, parce qu'on voulait donner une occasion aux gens qui travaillent dans ce domaine-là
de pouvoir se rencontrer puis échanger sur des façons d'organiser, de se prendre, en tout cas, de développer des stratégies ensemble, puis en tout cas, on pensait qu'organiser une conférence sur le sujet, ça pourrait être intéressant. Regarde, ça a marché. Ben oui, c'est ça. Alors, vous avez la réseauté, on a la salle jusqu'à 8 heures, donc si vous voulez prendre un verre, ben, Il vous reste 22 minutes.